Bonjour à tous. Désolé pour le masque, je suis à Gustave Roussy et on est dans l'obligation de le porter actuellement. Je vais vous montrer mon visage. Hop, voilà. Merci pour l'introduction, merci pour l'invitation au Mix Days. Euh, comme l'a introduit précédemment l'étudiante, effectivement, je suis en charge et j'anime surtout deux équipes. Une équipe qui s'occupe de la médecine de précision et une équipe qui s'intéresse à l'ostéosarcome de l'adolescent et du jeune adulte. Donc, je vais commencer par une petite introduction juste sur Gustave Roussy pour replacer où nous travaillons. Donc, Gustave Roussy, c'est un grand campus avec à la fois un grand centre de soins, puisque c'est le plus grand centre de soins et de lutte contre le cancer d'Europe, avec 3100 employés. Et puis, c'est aussi un centre de recherche avec 950. J'ai peut-être le. Ah, mais j'ai pas. Faut peut-être que je partage l'écran. Hop, ça sera mieux. Voilà. Désolé. Est-ce qu'on est bon? Vous voyez? Ouais. Donc, comme je disais, c'est aussi un grand centre de recherche qui va étudier des questions sur le cancer au niveau fondamental, translationnel, préclinique, et Alors, puis après. on n'a toujours pas le partage d'écran. Vous n'avez toujours pas le partage d'écran? Non. Ah, moi, je l'ai. Mince. Je vais réessayer autrement. Oh là là. J'ai perdu la fenêtre. J'ai perdu la fenêtre de Zoom. Voilà. Ah oui. Ok. On est bon. Normalement, maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Ouais. Ok. Donc, on va reprendre. Hop. Hop. Donc, comme l'a été introduit, j'anime deux équipes. Une équipe qui est dédiée, une petite équipe de bioinformaticiens, composée de bioinformaticiens et de data managers, qui s'occupe à réaliser des analyses multi-omics sur des grandes cohortes pédiatriques qui sont en généralement promues par Gustave Roussy. Et puis, je coanime une équipe plus spécialisée sur l'ostéosarcome de l'adolescent et du jeune adulte. Donc, je vais brièvement introduire le cancer chez l'enfant, chez l'adolescent et chez le jeune adulte. Donc, c'est une maladie rare, heureusement. Ça concerne un enfant environ sur 440, en dessous de 15 ans. C'est la première cause de décès chez les enfants. Mais depuis une trentaine d'années, il y a eu des grosses améliorations avec euh, l'introduction de chimiothérapie et puis le raffinement des stratégies thérapeutiques. Donc avec maintenant un taux de rémission autour de 80%. Dans le cancer de l'enfant, on considère qu'il y a environ 5 à 10% des patients qui ont une mutation prédisposante. Mais actuellement, il y a des grosses études nationales et internationales pour mieux déterminer qu'est-ce qui est une mutation prédisposante et quelles sont les mutations prédisposantes chez l'enfant. Donc, les particularités du cancer de l'enfant, c'est que eh bien, ce n'est pas qu'une seule pathologie, comme pour les cancers chez les adultes, mais c'est vraiment une multitude de pathologies avec une représentation assez hétérogène, c'est-à-dire que ça va être très représenté par des leucémies, qui sont les cancers les plus fréquents, puis une multitude de cancers du système nerveux central, et puis des tumeurs solides plus particulières à d'autres tissus comme les tissus osseux ou le tissu hépatique, etc. Donc, ça combine à la fois le problème que c'est une maladie rare et avec de multiples pathologies. Donc, il y a peu de patients et en plus, il y a beaucoup de pathologies différentes. Donc, on s'occupe, nous, d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, par exemple, en médecine de précision,
à partir des données qui ont été collectées dans les grands essais pédiatriques. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et la médecine de précision, eh bien, elle va essayer de changer la donne dès la prévention de la maladie, mais aussi pour détecter, identifier des prédispositions, améliorer les diagnostics, les traitements. Et puis, je ne l'ai pas mis ici, mais aussi permettre d'améliorer la vie des patients après le cancer, donc une fois en rémission. Donc, on va analyser, c'est des analyses multifactorielles. On va analyser à la fois leur environnement, leur style de vie. Bon, c'est moins le cas chez l'enfant, puisqu'il a moins de comportements à risque. Et puis, des données moléculaires, qu'elles soient produites ou non en masse. Donc, l'objectif de tout ça, ça va être d'essayer d'intégrer toutes ces données avec l'objectif ultime de définir des stratifications thérapeutiques. Donc, on va analyser de façon intégrée ou non d'ailleurs toutes ces données environnementales, du microbiome, du génome, du transcriptome, etc., pour essayer de déterminer des signatures qui nous permettent d'orienter les patients vers la meilleure stratégie thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la stratification thérapeutique. Bien sûr, c'est sur la route de la découverte de ces stratifications thérapeutiques, eh bien, on va étudier aussi les processus d'oncogénèse, les processus qui vont amener à la dissémination métastatique ou à, à l'échec des traitements. Donc, comme vous l'avez vu, on va analyser des données qui sont produites. Je n'ai pas l'impression que c'est sur la bonne presse. Non, ce n'est pas la bonne presse. Je vous remets la bonne. Désolé pour le contretemps. Décidément. En plus, je n'arrive pas à avoir accès. Hop. Hop. Voilà. C'est ça là. Donc, tout d'abord, comment en bioinformatique, ça ne va pas être une surprise, on génère ces données. En tout cas, en ce qui concerne les données moléculaires générées en masse, c'est très approximatif ce schéma, mais ça va nous permettre de comprendre les défis qu'on a à relever dans l'analyse multiomics, et en particulier avec des données de maladies rares, comme c'est le cas chez l'enfant. À partir d'échantillons, quels qu'ils soient, on va essayer de les extraire pour en mesurer une certaine chose, soit des séquences, soit des protéines, à partir de technologies quelles qu'elles soient, et ce qui va nous permettre de générer des données produites en masse qu'on va post-traiter. Et en général, on va se retrouver avec une matrice avec des échantillons et des mesures quantitatives de molécules ou qualitatives. Donc, le problème qu'on rencontre sur ce chemin, c'est premièrement, et ça c'est une spécificité aux maladies rares, c'est qu'on a des toutes petites tailles de cohortes. Ça concerne heureusement peu d'enfants, donc comme vous le verrez après, elles sont assez petites, et puis aussi des cohortes assez hétérogènes, surtout quand il s'agit d'études de pan-cancer, c'est-à-dire multipathologie. Et puis après, il reste tous les challenges liés à l'analyse de données moléculaires, et surtout quand il s'agit de tumeurs précieuses, enfin de samples, d'échantillons précieux, ça va être la préservation des tissus, et puis éviter l'hétérogénéité de l'échantillonnage, et puis éviter l'hétérogénéité des protocoles de production des données moléculaires, et enfin, tout ça pour essayer de minimiser les problèmes qu'on a au niveau des analyses bioinformatiques, au niveau de la dimensionnalité qui est posée par la dimensionnalité des données, qui sont à haute dimension, et puis les problèmes de ratio signal sur volume. Donc très rapidement, juste pour préciser pour les étudiants, donc, là je parle rapidement des problèmes de dimensionnalité des données. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Plus on augmente le nombre de variables, et plus l'espace à explorer va grossir exponentiellement. Donc, ça rend très difficile la tâche de découvrir du signal au sein de cet espace.
Et puis, deuxièmement, il y a ce problème de ratio entre le signal et le bruit qui va bruiter cet espace qui est déjà gigantesque et qui va nous rendre difficile la tâche de découvrir des signatures stables et qui représentent effectivement un phénomène biologique. Donc, il y a deux solutions, il y en a probablement plus, c'est soit de réduire la dimensionnalité de cet espace, soit mener une étude plus réductionniste, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'à une seule voie de signalisation, par exemple. Donc, on va essayer de minimiser pendant du début à la fin de l'étude toute perte ou dégradation de l'information. On va essayer vraiment de maximiser, de minimiser ces pertes. Et puis, on va aussi essayer de maximiser le nombre de mesures, puisqu'on est sur des petites cohortes. On va essayer d'agrandir ces cohortes. Et ça, c'est le point que je voulais aborder. C'est qu'actuellement, il y a de plus en plus d'initiatives, comme ça a été le cas il y a 5 ou 10 ans dans l'oncologie chez les adultes, chez les enfants, d'essayer de collecter des données de plusieurs essais pour les colliger afin d'agrandir le nombre de données disponibles. Donc, comment on travaille tous ensemble, par contre? C'est assez compliqué pour plein de raisons. Parce qu'il va falloir préserver la propriété des données, leur privacy, le consentement des patients, et puis il va falloir traquer l'intégrité de ces données et les anonymiser. Alors, je vais accélérer. Donc, il y a beaucoup de programmes en oncologie pédiatrique qui étaient des programmes de médecine de précision, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, et puis dans d'autres pays d'Europe. Et puis, nous-mêmes, à Gustave Roussy, on promeut plusieurs grands essais chez l'enfant. Maintenant, il s'agit de colliger toutes ces données. Donc, il y a deux modèles qui émergent. Enfin, il y a un modèle plutôt ancien et puis un modèle qui a émergé, qui est autour de la fédération. C'est-à-dire que actuellement, enfin précédemment, on avait plutôt tendance à centraliser toutes les données dans un grand entrepôt de données et donner accès sur requête aux acteurs qui le demandent. Aujourd'hui, on se dirige vers un système qui est un système fédéré où toutes les données vont soit transiter entre les acteurs, soit être au sein d'un cloud. Il y a plein de solutions. Donc, maintenant, je vais vous présenter une des initiatives que je supervise, qui est l'initiative Boost Data, qui concerne l'ostéosarcome, qui concerne environ 100 patients par an en France. Donc, pour vous donner une notion sur la quantité de données accessibles. Donc, il est essentiel de pouvoir colliger toutes les données disponibles pour les analyser ensuite. Donc, c'est un projet qui a commencé l'année dernière et qui a pour but de colliger toutes les données qui ont été générées dans les essais pédiatriques ces 10 dernières années, mais aussi prospectivement dans les 5 prochaines années. Et toutes ces données qui ont été générées par ces essais, ça concerne des données cliniques, des données biologiques, des données transcriptomiques, de génomique, de la radiomique, et puis des données plus spécialisées comme du single cell, la spatiale transcriptomique, etc. Donc, ça concerne un consortium de 10 équipes françaises. Et maintenant, il s'agit d'organiser la collection, l'anonymisation et, dans notre cas, la centralisation des données, puisque chaque équipe va en général fournir des données qui sont différentes. Donc, ça nous paraissait un des meilleurs modèles de centraliser les données au même endroit. Donc là, rapidement, pour vous montrer comment on a organisé et structuré le flux des données, les équipes vont nous envoyer les données, on va les pseudo-anonymiser, les réanalyser, soit les réanalyser, soit les curer, puis les anonymiser complètement avant leur stockage dans un entrepôt de données où elles sont labellisées avec des métadatas qui nous permettent de tracer leur origine et tracer la façon dont elles ont été générées. Et puis, la dernière étape, ça va être de disséminer ces données, c'est-à-dire d'être en capacité de produire des portails qui seront interrogeables par des chercheurs, par des cliniciens. Donc, nous, on propose une constellation de portails spécifiques à chacune des données. Donc, c'est bioportal pour des données génomiques, et puis des portails plus spécialisés pour les données de coupe de tissu ou les portails de single cell, de spatial transcriptomique ou d'imagerie IRM. Donc, actuellement, de plus en plus, les grands projets européens et mondiaux se dirigent vers un modèle qui est à la fois fédéré et puis un peu dans le nuage. Donc, c'est des modèles hybrides qui
permettent une certaine flexibilité dans la participation, c'est-à-dire que chaque partenaire peut participer à sa façon. Je pense qu'on se dirige plutôt vers ce type de structure. Maintenant, je vais parler d'un sujet de recherche qu'on a chez nous qui concerne l'ostéosarcome. Je vais vous parler d'une analyse intégrative des tumeurs d'ostéosarcome. Je vais rapidement introduire qu'est-ce que l'ostéosarcome. Donc, l'ostéosarcome, c'est un cancer des os longs en général, plutôt chez l'adolescent, qui est en croissance. Donc, ça touche plutôt les os longs en croissance au niveau métaphysaire. C'est le cancer osseux le plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent. Actuellement, il n'y a pas de stratification à part les sous-types histologiques et donc il n'y a qu'une seule stratégie thérapeutique et donc qu'un seul régime de chimiothérapie pour tous les patients. Donc il y a malheureusement encore, malgré les améliorations, 35 à 40% des patients qui vont rechuter. Et puis chez ces patients qui rechutent, eh bien, le taux de survie est très très faible. Donc, il y a peu d'altérations au niveau des gènes. Donc, il y a peu d'altérations. Les seules qui sont récurrentes, ça va être TP53 et RB1. Pardon. Par contre, il a une particularité, cette pathologie, c'est que c'est probablement le cancer avec la plus grande instabilité chromosomique. Ici, deux exemples. Un exemple sur les lignées cellulaires. Vous pouvez voir tous les réarrangements qui existent dans ces lignées. Et puis un karyotype d'un échantillon d'ostéosarcome. Donc ça, c'est vraiment le karyotype typique. C'est un chaos génomique avec des monosomies, des trisomies, des trisomies et toutes sortes d'autres aberrations. Et puis, on a d'autres problèmes, c'est que le micro-environnement est assez complexe puisqu'il fait participer les mécanismes de résorption osseuse et donc d'ossification et de résorption osseuse. Et puis, on ne connaît pas réellement les origines, les cellules d'origine qui vont mener aux cellules cancéreuses. Donc, beaucoup de questions, peu de réponses pour le moment, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et donc, nous, on a pris le parti d'étudier ce cancer au niveau transcriptomique, pour commencer, en partant de l'hypothèse que, vu qu'il y avait un chaos génomique, il était très complexe d'étudier ce chaos génomique, mais que par contre, l'addition de ces mutations, des variants structuraux ou des modulations épigénétiques, eh ben, l'expression des gènes était une bonne synthèse de tout ce qui se passait en amont et que ça nous permettrait peut-être d'identifier des voies de signalisation particulières qui pourraient être des cibles thérapeutiques. Donc, on est parti d'un dataset qui est tiré d'un essai thérapeutique, OS 2006, où on a séquencé 79 tumeurs d'ostéosarcome qui ont été prélevées au diagnostic. Et la première question qu'on se pose quand on étudie du RNA-seq produit en masse, c'est-à-dire du bulk RNA-seq, eh bien, c'est que l'expression des gènes qu'on estime, eh bien, c'est la somme de l'expression de ce gène dans tous les types cellulaires qui composent la tumeur. Donc, on a embêté, on a une expression moyenne de ce gène, et il va nous falloir décomposer l'expression moyenne de ce gène pour accéder à l'expression de ce gène dans chacun des types cellulaires ou chacune des voies de signalisation dans laquelle il est impliqué. Donc pour ça, on est parti des échantillons qu'on a séquencés, et puis à partir des données RNA-seq, il nous a fallu décomposer ce RNA-seq en modules de gènes. On a utilisé une stratégie d'analyse en composantes indépendantes qui nous a permis, après annotation, d'identifier les transcriptomes de différents types cellulaires, mais aussi de détecter certaines voies de signalisation. Là-dessus, on a fait une sélection de gènes qui nous a permis de diminuer le nombre de variables, puisqu'on a sélectionné les gènes qui étaient le plus contributifs à chacun de ces modules de gènes. Donc, ce qui nous a permis de modéliser le Gene Regulation Network de l'ostéosarcome chez l'adolescent, et donc d'identifier aussi les interactions entre chacun de ces modules de gènes. Là, vous pouvez voir par exemple l'interaction entre le module de l'angiogénèse, de l'immunité et
de la résorption osseuse. Donc, ça nous permet de modéliser la composition en cellules de la tumeur dans l'ostéosarcome. À partir de cette modélisation, on s'est posé la question, est-ce que stratifier les patients par la composition de leur micro-environnement nous permettrait d'accéder à une stratification qui pourrait être thérapeutique? Donc ici, vous avez les échantillons en abscisse et en ordonnée, vous avez les modules de gènes dont je vous ai parlé, donc l'angiogénèse, etc., etc. Et donc, on a classé tous ces échantillons, donc tous les patients, tous les tumeurs de patients, par la composition de leur micro-environnement et des cellules tumorales qu'on peut y trouver. On a eu la surprise à l'époque de trouver qu'effectivement, cette séparation en deux groupes nous permettait aussi de discriminer. Vous pouvez voir ici cette ligne qui correspond à l'état du patient, c'est-à-dire à la fin de l'étude, s'il était vivant ou décédé de la maladie. Et on a eu la surprise d'observer qu'on arrivait à identifier effectivement un groupe de patients avec la moitié qui, à la fin de l'étude, était décédé, quand dans l'autre groupe, il y avait très peu de décès. Donc, on a continué en analysant la survie de ces deux groupes. Et effectivement, la survie globale d'un des deux groupes de patients est particulièrement mauvaise. Ce qui nous a permis de penser qu'on tenait là un moyen de stratifier les patients en deux groupes reliés au micro-environnement et aux cellules tumorales qui composent leur tumeur. Donc, l'étape d'après, c'était de caractériser fonctionnellement ces deux groupes. Donc, en bleu, le groupe de mauvais pronostic, et en rouge, le groupe de bon pronostic. Donc, on commence toujours, quand on a deux groupes, à faire de l'expression différentielle de gènes, ce qui nous a permis de déterminer on semblait trouver effectivement certains pathways surreprésentés, uprégulés, dans le groupe de bon pronostic versus le groupe de mauvais pronostic. Et puis, on a profité de notre modélisation en réseau pour plaquer cette expression différentielle directement sur le réseau et pour observer à l'échelle du réseau de gènes s'il y avait des réseaux qui étaient surexprimés ou sous-exprimés dans ces deux groupes. Ce qui nous a permis de déterminer qu'effectivement, l'immunité, que vous avez ici, qui est représentée aussi ici, était plutôt la réponse immunitaire, donc l'infiltrat immunitaire des tumeurs, et était plutôt assez fort dans les patients avec un bon pronostic, ce qui corrobore ce qui a été publié précédemment, ce qui se corrobore avec ce qui a été publié précédemment. Et puis, on a détecté aussi des groupes associés au mauvais pronostic, c'est-à-dire la résorption osseuse, l'angiogénèse, et puis des voies de signalisation plus particulières, comme la voie PPAR-gamma, qui, elle, PPAR-gamma, c'est un facteur de transcription important, justement, pour l'angiogénèse, la résorption osseuse et la réponse immunitaire, que vous pouvez voir ici. Donc, il faut, quand on fait ce genre d'analyse, surtout avec des données de petites cohortes, il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire le surapprentissage, puisqu'on peut avoir tendance à réaliser notre apprentissage plutôt sur le bruit que sur le signal. Puisqu'on a des petites cohortes, on arrive difficilement à déterminer ce qui est du signal et ce qui est du bruit. Et quand on va modéliser quelque chose, on peut le modéliser sans faire exprès, plutôt sur le bruit spécifique à cette petite cohorte que sur le signal spécifique à cette cohorte, mais aussi à tous les ostéosarcomes. Donc, il est nécessaire de valider ce type de prédiction, enfin ce type de modélisation sur des cohortes indépendantes. On a eu la chance de pouvoir disposer d'une cohorte indépendante de 82 ostéosarcomes qui ont été aussi analysés en RNA-seq par le consortium Target aux États-Unis. Et préalablement, pour simplifier notre procédure, on a utilisé une régression logistique pénalisée, GLMNet, pour essayer de sélectionner 15 gènes. On a sélectionné 15 gènes qui nous permettent plus facilement de prédire dans quel groupe on doit classer la tumeur du patient. Donc, on a ensuite prédit dans Target les patients en groupe G1 versus G2, et on est allé voir si, de même, cela nous permettait de faire une stratification thérapeutique, en tout cas pronostique. Et effectivement, à nouveau, on était en capacité de prédire, dès le diagnostic,
les patients qui auraient un taux de survie global plus ou moins mauvais. Enfin, afin de valider à nouveau, puisque là on utilisait du RNA-seq, qui est une technologie qui est connue pour être quand même peu reproductible entre différents centres de recherche, par exemple. Et puis, si on n'utilise pas exactement la même plateforme d'Illumina, par exemple, les résultats peuvent varier. On est allé sur une technologie qui est plus reproductible, qui permet d'industrialiser un peu le process, et donc d'essayer d'industrialiser le fait qu'on est en capacité de prédire les patients qui auront un bon pronostic ou un mauvais pronostic. Donc pour ça, on a utilisé le nanostring, on a designé un panel nanostring et on a analysé 96 nouvelles tumeurs d'ostéosarcome, ce qui nous a permis de déterminer à nouveau qu'on était en capacité de discriminer entre les bons et les mauvais pronostics. Il me reste combien de temps exactement? J'entends quelque chose sonner. J'ai dépassé déjà, ça. 5 minutes. 5 minutes? Ok, merci. Donc, la suite de ce projet. Déjà, la suite de ce projet, elle est moléculaire, puisqu'il semblerait qu'on ait déterminé des voies de signalisation associées, au moins associées, au pronostic, et ce, dès le diagnostic. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une composante du micro-environnement ou de la tumeur qui va déterminer le devenir de la tumeur sous traitement, et donc le devenir du patient. Donc nous, on s'est concentré sur PPAR gamma, qui est un régulateur clé de plein de choses, et puis plus particulièrement dans l'ostéosarcome, puisqu'il va réguler à la fois l'angiogénèse, et puis par l'intermédiaire de l'angiogénèse, la résorption osseuse et l'immunité innée. Donc ça nous semblait vraiment être une cible thérapeutique d'intérêt majeur. Donc là, c'est vraiment les premiers résultats, ce n'est pas publié. On a testé dans 8 lignées d'ostéosarcome la réponse à un antagoniste. Donc, la réponse, c'est la viabilité cellulaire. Un antagoniste de PPAR gamma, donc pour éteindre PPAR gamma. Et donc, vous pouvez le voir en bleu ici, et en rouge, c'est les agonistes, c'est ceux qui activent PPAR gamma. Et donc, on peut voir qu'on a dans toutes les lignées une réponse assez importante, avec un IC50 assez faible de ces cellules. Et donc, dans ces cellules, ça altère fortement la viabilité cellulaire. Donc maintenant, on est passé en modèle animal et on travaille en souris pour tester ces drogues en souris. Ça vous permet de voir comment on peut à la fois modéliser quelque chose à partir d'analyses transcriptomiques. Je ne vous ai pas montré le côté multiomique, puisqu'après, on a aussi intégré à ces analyses des analyses en nombre de copies génétiques, ce qui nous a permis d'associer chacun de ces groupes à des données, à des altérations génétiques particulières. Et là, vous voyez bien comment, d'une analyse, on peut arriver à modéliser un système comme une tumeur et déterminer, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc maintenant, actuellement, je vais finir très rapidement, il y a 3 slides, si j'y arrive. On est plutôt dans la partie plus fondamentale, c'est-à-dire que maintenant, on essaie de comprendre comment s'organise dans l'espace et dans le temps l'évolution de l'ostéosarcome au niveau cellulaire. Donc, à savoir comment les cellules de la tumeur et du micro-environnement communiquent entre elles. Et donc, pour ça, on a développé, comme dans beaucoup d'équipes en oncologie, des stratégies de single cell, mais aussi de spatial transcriptomique. Donc, le but, c'est de vraiment voir, du diagnostic jusqu'à la rechute, comment évolue une tumeur d'ostéosarcome et avant et après traitement. D'accord ? Et comment toutes les cellules qui composent ces tumeurs, eh ben, elles communiquent entre elles, elles vont envoyer des signaux, c'est des signaux bidirectionnels qui vont modifier, qui vont bénéficier à la tumeur ou pas d'ailleurs, et à la résistance au traitement. Donc nous, on est parti parce que c'est des tumeurs rares et donc des échantillons très précieux. On est parti sur une stratégie où, après prélèvement au diagnostic et à la rechute, eh bien,
on va greffer les rechutes sur des souris, ce qui nous permet après de faire des expérimentations sur la souris. Et donc, du coup, on va analyser le devenir des tumeurs greffées dans une souris. Et on va suivre, par exemple, la dissémination métastatique ou la réponse au traitement chez la souris. En sachant qu'on a collecté aussi les données moléculaires au diagnostic, donc le RNA-seq, le whole exome, du single cell, au diagnostic, à la rechute et chez la souris. Donc, c'est notre stratégie. Donc, actuellement, là, je vais parler très rapidement de ça, mais on a une étudiante, Anan, qui travaille sur ce projet, sur l'analyse en single cell de l'environnement des tumeurs. Et donc, une des premières questions auxquelles on voulait répondre, c'est est-ce que vraiment les modèles de souris sont des bons modèles? Est-ce qu'ils récapitulent bien le micro-environnement qu'on retrouve chez le patient? En sachant que ce sont des souris immunodéprimées. Donc, il leur manque une partie du système immunitaire, la partie lymphoïde. Et donc, du coup, effectivement, Anan a pu identifier que chez la plupart des souris, mais pas tous les modèles, mais quand même la plupart des modèles que l'on a ici, eh bien, le micro-environnement immunitaire, en tout cas macrophagique, myéloïde, est similaire, voire très très similaire à ce qu'on peut observer chez le patient. Et puis la deuxième étape, c'est effectivement essayer de comprendre comment communiquent les cellules tumorales et les cellules du micro-environnement et comment cette communication eh bien, elle apporte de la plasticité à la tumeur au cours du temps et après traitement. Donc, on va suivre chez la souris au moment de la greffe, et puis on va aller chercher des métastases pour déterminer si le micro-environnement a changé entre le site primaire de la tumeur et la métastase. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais sans contexte spatial, c'est très compliqué de déterminer si les cellules elles communiquent vraiment ensemble. C'est intéressant d'avoir aussi cette information dans l'espace. Donc, depuis 1 an, on a initié un travail qu'on a appelé OstéoMap, qui a été financé par BMS, pour directement séquencer sur les coupes de tissu, ce qu'on appelle la spatiale transcriptonique. On en a beaucoup entendu parler cette année. Et maintenant, c'est en fonction chez nous, c'est-à-dire que notre équipe est en train de produire à la fois du single cell et puis pour les mêmes tumeurs, des coupes de tissu sur lesquelles on va séquencer directement les ARN. Ce qui nous permet maintenant de suivre effectivement l'organisation de la tumeur, de faire de l'histologie virtuelle. Et pour chaque point ici, on a accès à l'expression d'environ 2 à 3 000 gènes. Donc, c'est en train de nous permettre de raffiner la communication des cellules tumorales avec les cellules qui les entourent, puisqu'on voit directement les cellules qui les entourent. Et puis aussi de suivre spatialement la propagation des cellules tumorales et leur évolution clonale. Ici, vous pouvez voir un exemple d'une coupe de tumeurs où il y a plusieurs groupes de cellules qui sont très bien délimités avec, en gros, le cœur de la tumeur et des cellules qui vont se spécialiser autour pour certaines fonctions importantes dans l'ostéosarcome. Et donc, la définition, on arrive à identifier chacun des marqueurs qui est associé à ces types cellulaires. Donc, je vais remercier toute l'équipe, que ce soit de médecine de précision, qui travaille, et puis l'équipe ostéosarcome, où il y a à la fois des bioinformaticiens, des biologistes, des data managers, des project managers, et puis on est beaucoup en interaction, comme le disait avant l'intervenant, on interagit énormément avec des biostatisticiens, puisque pour les questions d'analyse multivariée, il est important de travailler avec des experts. Et puis, je vais remercier tout le staff de Gustave Roussy avec lequel je travaille, les plateformes, les statistiques, les cliniciens. Et puis, on a beaucoup de réseaux en oncologie pédiatrique. C'est très important, les réseaux, puisque c'est nécessaire de travailler ensemble. Et donc, le réseau français d'ostéosarcome et tous nos financeurs. Donc, voilà.
Si vous avez des questions. Merci. Merci, docteur Anthony, pour la présentation. Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Donc, je tiens d'abord à préciser que, faute de temps, on n'aura pas assez de temps pour répondre à toutes les questions. Donc, maximum, on va répondre à une ou deux questions. Et on va commencer par celle de Madame Marie-Mérose. Donc, si vous voulez prendre la parole, Madame Marie-Mérose, la parole est à vous. Posez votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour. J'étais très intéressée par la présentation et je travaille sur les cercles extrachromosomiques. Donc, je me posais la question, est-ce que les cercles sont des bons marqueurs pour l'ostéosarcome? On en discute. Justement, si on pouvait en discuter, Marie, après, Oui, ça serait super. avec plaisir, avec plaisir. Génial, ça serait vraiment super. Effectivement, en fait, les instabilités chromosomiques type chromotype qui ont lieu dans 80 à 90% des ostéosarcomes génèrent de, des ADN circulaires extrachromosomaux. D'accord. Merci pour la réponse. Alors, une autre question qui est posée dans le QR que je vais vous lire. Est-ce que vous avez pu confirmer votre approche par analyse en composantes indépendantes du bulk avec des données de single cell? Ouais, bah ça, en fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, on les confirme. On les confirme avec le single cell. Après, le problème du single cell, c'est que tu gagnes beaucoup en spécificité, mais tu perds en sensibilité. Donc, on les confirme, mais on ne peut pas les confirmer totalement, puisque on perd quand même pas mal en sensibilité. Donc, on a moins de gènes, on estime la quantité pour moins de gènes qu'en bulk. Après, les modules de gènes qu'on a identifiés, c'est des modules de gènes qui sont vraiment très bien décrits dans la littérature de l'ostéosarcome. Ce n'est pas très nouveau, c'est juste qu'on a pu le faire de façon automatisée, non supervisée, et de l'estimer dans un grand nombre de patients. Mais tous ces modules de gènes, en fait, ils sont très bien décrits dans la littérature, et on n'a pas beaucoup de surprises à se rendre compte que, eh bien, une composition avec de la résorption osseuse, de l'angiogénèse, et puis de l'immunité protumorale, c'est effectivement de mauvais pronostics. C'est juste que là, la bioinformatique, elle a permis de modéliser ça. Et donc, cette modélisation, elle nous permet de prédire, sans a priori, après, chez d'autres patients. Donc, c'est vraiment l'avantage là. Mais effectivement, là, on l'a confirmé en single cell. Merci pour la question. D'accord. Une autre question posée par Sinem. Si vous voulez prendre la parole, Sinem, je vous laisse la parole. Non. Alors, je vais lire sa question. Vous utilisez quel programme pour l'obtention de ces résultats? Alors, beaucoup de programmes différents. Donc, pour tout ce qui est analyse en composantes indépendantes, ce qui se fait de mieux actuellement, c'est un outil qui a été développé en partenariat avec Curie, l'Institut Curie, qui s'appelle Biodica. Et puis, pour toutes les analyses courantes, on va dire, ça va être du R, du Python, et puis les outils, par exemple, pour faire les réseaux, c'est les outils Cytoscape, Gephi. C'est tout un ensemble d'outils. Après, la liste est très, très longue. Puis pour toutes les analyses RNA-seq, on utilise les trucs utilisés habituellement, enfin, tous les outils utilisés par tout le monde. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Alors, juste une dernière question. Qu'est-ce qui explique que les leucémies soient plus présentes chez les enfants, chez l'enfant plutôt?
Alors là, faut pas me... Je ne pourrais pas vous répondre. Bon, probablement qu'il y a une réponse. S'il y avait un hématologue, un oncologiste hématologue, il pourrait vous répondre. Ce n'est pas mon cas. Donc, je ne vais pas D'accord. prendre le risque de vous répondre de façon erronée. Ok.